Mesdames et messieurs, merci de votre présence sur les antennes de la télévision nationale. C'est parti pour une nouvelle session d'information dont voici le sommaire. Elles creusent leur place dans un monde de pierre, compétentes, déterminées, prêtes à transformer le secteur minier. Women in Mining, une voix forte pour briser les barrières. Cap sur Simandou 2040 avec les femmes au cœur de l'ambition. Un entrepôt vacille dans la fumée, des flammes ont presque tout consumé, des vaccins sont partis en cendres à la veille d'une campagne nationale. Les détails dans cette édition avec Tchernomaroufba. Boxer pour se faire entendre, boxer pour dire non au harcèlement. Sur le ring, l'unité prend tout son sens. À Koya, la jeunesse guinéenne fait parler ses points pour défendre ses valeurs. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Elles veulent plus qu'une place. Elles réclament leur rôle dans un secteur longtemps dominé par les hommes. La 3e édition de Women in Mining Guinée s'est tenue ce samedi, portée par la voix des femmes déterminées à investir pleinement le secteur minier, armées de compétences et de volonté, un espace d'échange pour briser les barrières, faire entendre les défis et renforcer les plaidoyers. Les ministres de la promotion féminine et de l'environnement les encouragent à saisir les opportunités offertes par le programme Simandou 2040. Ousmane Diallo. Promouvoir l'implication active des femmes à tous les niveaux dans le secteur minier, c'est le but de la plateforme Women in Mining. Pour cette 3e édition du Women, les échanges portent principalement sur les moyens de favoriser l'émergence des championnes nationales à la tête d'entreprises de sous-traitance minière. Cette journée n'est pas une simple cérémonie. Elle est un symbole, une plateforme, un engagement collectif pour que les femmes soient enfin visibles, valorisées, associées à la transformation d'un secteur stratégique pour nos pays. Cette initiative rejoint une cause qui nous tient profondément à cœur, celle de la reconnaissance, de la valorisation et du renforcement du leadership féminin dans un secteur encore trop souvent perçu comme masculin. L'épouse de l'ancien vice-président du Ghana, Dr Alhaji Mahamoudou Baoumia, invitée à cet événement, et la ministre en charge de la promotion féminine ont salué la tenue de cette rencontre et insisté sur les enjeux de l'implication des femmes sur la chaîne d'exploitation et dans la gestion du secteur minier. Je suis contente et je vous félicite par rapport à ce qui a été fait, à la création de la plateforme pour écouter la voix des femmes. Quand les femmes sont soutenues, l'économie prospère, une société résiliente est mise en place. Nous célébrons aujourd'hui ces femmes qui innovent, entreprennent et incarnent l'espoir d'un secteur minier transformé. Les femmes sont au cœur de la politique de développement économique et social de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. C'est dans cette optique qu'une place particulière est donnée aux femmes dans le programme Simandou 2040, notamment à travers les bourses d'études du programme Simandou Academy. Avec le méga-projet Simandou, la plateforme Women in Mining compte se positionner davantage pour encourager les femmes à s'orienter dans les métiers techniques et inciter les femmes entrepreneurs à investir dans des domaines en lien avec les mines. Attention. Puisqu'on en parle, direction Casablanca au Maroc, où s'est déroulée la 3e édition de Women Summit, un événement panafricain dédié à la promotion du leadership féminin dans les domaines économiques, politiques et sociaux. Parmi les personnalités présentes, la ministre guinéenne de la Pêche et de l'économie maritime, Fatima Camara, s'est illustrée par son plaidoyer en faveur de l'autonomisation des femmes dans les métiers liés à la mer. Reportage Kadiatou Souleymane Keita. Elles sont ministres, leaders, entrepreneurs, femmes de présidents et militantes venues de tout le continent et d'ailleurs pour faire entendre leur voix et échanger sur les défis de demain. C'est à l'occasion de la 3e édition du Women Summit qui s'affirme aujourd'hui comme une plateforme incontournable pour celles qui veulent construire une Afrique plus équitable, résiliente et prospère. Une édition qui est dédiée pour l'empowerment des femmes, pour l'inclusion au féminin et aussi pour la création des ponts entre l'Afrique
et aussi les pays européens. Cette édition a vu la participation remarquée de Fatima Camara, ministre guinéenne de la pêche et de l'économie et maritime, accompagnée d'une forte délégation composée majoritairement de femmes, a partagé son expérience et sa vision pour un secteur maritime plus inclusif et durable, avec des politiques d'intégration de femmes dans la chaîne de valeur de la pêche du littoral à l'exportation. Alors ce sommet nous a permis de venir parler de l'expérience guinéenne, le rôle que ces femmes jouent tous les jours au quotidien dans le rôle du secteur de la pêche, pouvoir échanger, mais aussi attendre de retour de nouvelles expériences et des perspectives de collaboration avec des femmes marocaines et d'autres femmes de d'autres pays. Cette troisième édition du Women Summit a connu plusieurs nouveautés, notamment la remise des Ubuntu Awards, une initiative phare visant à récompenser les femmes et acteurs engagés qui contribuent activement au développement durable, à l'innovation sociale et à l'autonomisation des communautés en Afrique. Toujours hors du pays, le sommet des Nations Unies sur les personnes handicapées s'est ouvert à New York. La Guinée y prend part avec la présence remarquée de représentants à mobilité réduite. Cette rencontre internationale consacre l'inclusion sociale et met en lumière les avancées enregistrées en faveur des personnes handicapées. Plus de détails avec Ousmane Ba. La Guinée répond présent à la 18e convention des États parties des personnes handicapées. Un sommet qui tient ses travaux à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Une occasion pour l'ambassadeur représentant permanent de la Guinée aux Nations unies de relever les avancées considérables du pays en faveur des personnes handicapées. De nombreuses initiatives sont mises en œuvre, au nombre desquelles je citerai à titre illustratif celles qui suivent. L'allocation d'un tiers du budget d'investissement du ministère en charge de l'action sociale en faveur des projets et programmes publics liés à la question du handicap, la participation active des personnes handicapées à la rédaction de l'avant-projet de constitution, l'adoption en cours par le Conseil national de la transition de la loi révisée relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention qui consacre l'inclusion sociale a connu cette fois-ci la participation des handicapés en question. La délégation guinéenne de 7 membres est composée de 4 personnes à mobilité réduite. Une première. La prise en compte de la question des personnes handicapées a commencé par la bienfaisance, par l'équité. On le faisait parce que c'est une question de droit. Maintenant, aujourd'hui, c'est une question d'inclusivité, mais qui marque également la venue d'intelligence artificielle a été démontrée ici comme une option qui puisse permettre aux personnes handicapées d'être assistées davantage. Nous nous reconfortons parce que nous venons aussi nous acquérir de ce que le monde entier est en train de faire pour nous, et aussi principalement notre pays. Et nous avons la certitude que ça donne de l'espoir aux personnes handicapées, que l'avenir quand même est permis. Tout ce qui est l'épanouissement et de l'amélioration des conditions de vie. Au cours des travaux, les parties prenantes ont entre autres discuté des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention, partagé les expériences et les bonnes pratiques, donné les orientations et défini les priorités pour les années à venir. Restons un moment à l'extérieur du pays, précisément à Vienne, en marge du Forum de développement international. La délégation guinéenne a échangé avec le président de l'organisation. Objectif, consolider les relations et faire le point sur les projets financés par les fonds arabes. Le Premier ministre du plan, aux côtés du président du patronat guinéen, a porté les priorités du pays. De Vienne, Mangafo Touré. C'est une offensive pour renforcer la coopération entre la Guinée et le fonds de l'OPEP. La délégation guinéenne, conduite par le ministre du Plan de la coopération internationale, veut redynamiser le partenariat avec le fonds. Plusieurs projets et programmes financés par les fonds arabes sont passés en revue.
Le secteur privé guinéen n'est pas en marge de la démarche. Le guichet privé du fonds de l'OPEP sera enfin à la disposition de la Guinée pour apporter le soutien au secteur privé. Cet avantage de la Guinée, nous sommes prêts à travailler avec elle pour le développer. Nous avons eu des discussions de haut niveau en ce qui concerne et le secteur privé et le public. Des projets en cours, en maturité, mais d'autres projets vont venir. Ce genre de rencontre et surtout sa présence ici va renforcer nos relations et que nous pourrons passer à une étape supérieure pour financer des projets et avoir des lendemains meilleurs pour la population guinéenne. Des échanges qui ont permis d'aboutir à la signature d'un accord de partenariat pour redynamiser la coopération entre la Guinée et le fonds OPEP. L'étude du projet d'autoroute à péage et le financement de la phase 2 du projet de développement rural intégré pour la relance de l'horticulture et forage constituent une preuve concrète pour le développement du réseau routier et des infrastructures économiques essentielles. On a soumis l'intérêt de la République de Guinée au nom du chef de l'État qui invite notre cher frère pour faire une visite de travail en République de Guinée. Mais aussi le programme qui est en phase de finalisation pour venir faire une table ronde avec la coordination des fonds arabes qui est coordonnée d'ailleurs à Vienne ici par le fonds OPEC. D'ailleurs, avant cette rencontre, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, avait confirmé lors de la table ronde des bailleurs de fonds arabes le financement de 50 millions de dollars pour la phase 2 du projet PEDRI. Direction Saint-Pétersbourg, en Fédération de Russie, où s'est tenu le Forum économique international, un rendez-vous pour les décideurs politiques et économiques du monde entier. La Guinée était représentée, objectif renforcer la coopération économique, attirer de nouveaux investisseurs et promouvoir les opportunités. Le point avec Mariam Kamara. C'est une tribune d'envergure mondiale qui rassemble chaque année les acteurs clés de l'économie internationale. À Saint-Pétersbourg, la Guinée a marqué sa présence à ce rendez-vous stratégique pour tisser des partenariats et partager des expériences en matière de développement économique. Au cœur de la communication guinéenne, la promotion de Simandou 2040. Il faut savoir que depuis l'avènement, depuis la prise de responsabilité du CNRD, la République de Guinée a procédé à la relance de l'économie, ce qui nous a amené à assainir le cadastre minier. L'objectif d'assainir le cadastre minier est d'attirer de potentiels investisseurs qui nous permettront de valoriser nos ressources minières, de mettre en avant le potentiel de la Guinée. Face aux partenaires internationaux, la délégation détaille les axes de sa politique de coopération internationale, mettant en lumière les efforts consentis pour diversifier les partenariats et renforcer l'attractivité économique du pays. Devant les caméras des médias internationaux, le secrétaire général du ministère du Plan et de la Coopération a brillamment défendu le plan stratégique de la Guinée, incarné par le programme Simandou 2040, véritable boussole des actions gouvernementales. Nous sommes aujourd'hui dans l'élaboration de notre plan national de développement économique, social, durable, Simandou 2040. Il était de bonne loi de venir ici avec d'autres ministères pour voir les avantages comparatifs des régions de la Fédération de Russie et voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer ensemble pour notre programme de développement pour les 15 prochaines années. En marge du forum, le secrétaire général s'est rendu au consulat honoraire de Guinée à Saint-Pétersbourg pour visiter l'un des centres de recensement biométrique des Guinéens vivant en Fédération de Russie dans le cadre du PNRAVEC. Entreprise de contact, échange d'expériences et promotion des projets structurants, la participation guinéenne à ce forum témoigne de sa volonté d'occuper une place stratégique dans l'arène économique mondiale. Parlons à présent du recensement des Guinéens de l'étranger qui se poursuit dans nos juridictions diplomatiques. En Algérie comme en Tunisie, de nombreux compatriotes se sont déjà présentés pour leur enrôlement. L'ambassade a enregistré un maximum de Guinéens pour renforcer la fiabilité des données. Makemedonzo.
C'est depuis le 4 juin dernier que la représentation diplomatique de Guinée en Algérie et Tunisie a lancé officiellement le recensement administratif à vocation d'état civil. Pour la réussite des opérations, 8 kits sont mis à disposition. Plus de 1000 compatriotes sont déjà enrôlés. Avec mon équipe, nous avons quitté Alger pour venir constater directement comment le recensement des Guinéens se fait. Très heureux de constater qu'à Tunis, il y a une mobilisation générale. La Tunisie est le pays retenu comme circonscription électorale diplomatique et consulaire. Partout, l'engouement est de taille. Aucun Guinéen ne veut rater ce rendez-vous important. Nous allons nous déployer également à travers l'équipe bien déterminée, bien motivée dans les régions pour aller voir comment les choses se passent et respecter surtout les délais et garder la motivation et la détermination. Pour ce processus de recensement au compte du PNRAVEC, la motivation est perceptible à tous les niveaux. Les missionnaires venus de Conakry, en passant par le personnel diplomatique jusqu'aux compatriotes, chacun veut imprimer sa marque à la réussite de tout le processus. Face aux réticences dans certains quartiers, l'Institut national de la statistique forme ses agents avant une vaste campagne de sensibilisation. Objectif, créer un climat de confiance pour un dénombrement réussi sur l'ensemble du territoire national. Mamadi Terna Kamisoko, reportage. Le recensement général de la population et de l'habitation RGPH4 est une opération obligatoire pour toutes les personnes résidant sur le territoire national. À la veille du lancement officiel du dénombrement principal qui joue un rôle crucial dans l'élaboration des politiques publiques. Pour les 10 prochaines années, l'Institut national de la statistique a entamé la formation d'une vingtaine d'agents chargés d'informer et de sensibiliser les populations dans certains quartiers identifiés comme réticents à l'égard du RGPH4. Durant donc cette formation, nos agents seront outillés sur le contenu du RGPH4, les messages clés à faire passer, les techniques de communication adaptées et les méthodes de gestion des résistances, tout en respectant les réalités socio-culturelles de chaque zone. Nous nous sommes imprégnés des méthodologies d'intervention sur le terrain par rapport à la sensibilisation, les méthodes qui nous permettront d'inviter les populations réticentes à s'y adhérer à ce recensement-là pour vraiment pouvoir identifier les populations. Les quartiers de Kaloum, Dixine, Kamayen, Mier, Taouya, Koleya, Nongo et Lambagny seront visités par ces agents recenseurs dans le cadre d'une campagne de sensibilisation en porte-à-porte visant à mieux faire comprendre l'importance et les enjeux du RGPH4 pour la Guinée. C'est une activité qui est d'envergure, complexe et sensible. Pour la réussite, on a besoin de sensibiliser, de communiquer et d'informer la population sur la pertinence et l'importance du recensement. Cette initiative est portée par l'Agence guinéenne de sciences politiques en partenariat avec l'unité sensibilisation, plaidoyer et communication du Bureau central du recensement BCR ainsi que le cabinet conseil associé à l'opération. On revient à l'actualité nationale. C'est un choc pour le système de santé guinéen. L'entrepôt de stockage de vaccins du programme élargi de vaccination est parti en fumée ce samedi, emportant avec lui une partie du stock destiné aux enfants. Grâce à l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, une partie a pu être sauvée. Ce drame survient alors même que le ministre de la Santé s'apprêtait à lancer une vaste campagne de vaccination à l'échelle nationale. Tcherno Maroufba, Mohamed Salou Bangoura pour en savoir davantage. C'est aux environs de 4 h du matin que les premières flammes ont surgi de cet entrepôt du programme élargi de vaccination situé dans l'enceinte de la pharmacie centrale de Guinée. Tout le matériel de vaccination à peine débarqué de 4 conteneurs et quelques documentations sont partis en fumée. Des intrants et des vaccins destinés notamment à la prochaine campagne de vaccination des enfants prévue début juillet 2025. L'ampleur des dégâts préoccupe le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et les partenaires.
Une réunion d'urgence est organisée pour comprendre la situation et évaluer les répercussions de l'incendie. Grâce à l'intervention des services de la protection civile, les flammes ont été contenues et le feu stoppé dans son avancée. 3 chambres froides ont été par contre épargnées, ainsi que les entrepôts de médicaments de la pharmacie centrale de Guinée. Un comité technique de crise est constitué pour évaluer les dégâts et proposer des pistes de solutions pour assurer la continuité des services du programme élargi de vaccination sur l'ensemble du territoire national. C'est un coup dur pour notre système de santé. L'incendie de l'entrepôt central de vaccins survient à la veille d'une campagne nationale de vaccination. Quelle réponse face à cette situation? Quelle suite pour les enfants concernés? Pour en parler, nous recevons le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame. Voilà, tout d'abord, quelle est la situation des dégâts causés par l'incendie? Merci beaucoup, madame. Nous avons, comme vous venez de le dire, nous avons été informés de la survenue d'un incendie aux environs de 4 heures dans l'entrepôt du programme élargi de vaccination situé dans l'enceinte de la pharmacie centrale de Guinée. Fort heureusement, grâce à l'intervention rapide de la Direction générale de la protection civile, appuyée par des équipes spécialisées sous l'œil vigilant des éléments de la gendarmerie, l'incendie a été contenu, le feu a été maîtrisé et cela a limité les dégâts. Ce qu'il faut souligner, c'est que les magasins de stockage des médicaments de la pharmacie centrale de Guinée n'ont pas été affectés. Donc ces magasins sont restés intacts. Et surtout, il n'y a eu aucune perte en vies humaines. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut souligner. Pour le moment, il y a une quantité de vaccins qui a été préservée suite justement à toutes les actions qui ont été menées sur le site. Cette quantité pourra servir quand même à poursuivre quelques activités sur le terrain. Ce qu'il faut noter également, c'est que nous avons des vaccins à l'intérieur du pays sur toute l'étendue du territoire national à date. D'accord, c'est déjà bon. Nous sommes à quelques jours d'une vaste campagne. Que comptez-vous faire pour cette campagne pour ne pas qu'elle soit compromise? Oui, cette campagne se tiendra parce que le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires, est en train de prendre toutes les dispositions pour la continuité des services de vaccination. Nous avons des vaccins sur l'étendue du territoire national, comme je le dis, pour une période donnée, et ces vaccins seront utilisés. Et avec les partenaires également, nous sommes en train de travailler pour qu'on puisse reconstituer le stock que nous venons de perdre afin de faire face à cette campagne, parce que quand même c'est une campagne d'envergure nationale. Je sais quand il s'agit de la santé de nos enfants, il y a une inquiétude qui est là, qui s'installe. Mais je tiens à rassurer que cette campagne aura lieu parce qu'il est question de rattraper tous les enfants de ce pays qui n'ont jamais eu une dose de vaccin ou qui n'ont pas eu à être vaccinés conformément au calendrier vaccinal. Une assurance donc pour la population? Oui, je rassure la population au nom du gouvernement que cette campagne aura lieu. Okay. Cette campagne de vaccination a été, si je peux dire, un combat que vous avez mené depuis que vous êtes à la tête de ce département, et c'est qui a valu à la Guinée une félicitation de la part du monde entier. Est-ce que pour la non-rupture des vaccinations, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Oui, juste un petit rappel. Notre pays vient de loin. L'héritage, il est lourd. Avant le 5 septembre 2021, nous étions à plus de 95% de rupture en vaccin traditionnel. Donc, suite à la prise de responsabilité par les forces de défense et de sécurité sous le leadership du président de la République, son excellence général Mamadi Doumbouya, nous avons pu faire adhérer notre pays à l'initiative pour l'indépendance vaccinale. Donc de 95% de rupture en vaccin, jusqu'hier on était à plus de 100%. Donc ça fait plus d'1 an, nous n'avons pas enregistré une rupture en vaccin.
Donc cela, justement, a été reconnu à l'international. Et suite à ces différentes campagnes de vaccination, nous avons pu progresser de 16 points. Ce sont des résultats qui seront publiés au mois de juillet. On était pendant plusieurs années autour de 47% de taux de couverture au niveau national. Et pour l'année 2024 seulement, nous avons effectué une progression de 16 points. Donc de 47%, nous sommes allés à 63%. Et cela a été félicité à l'international. Cela a été reconnu. Et la gouvernance a été félicitée à l'international. Il y a eu également l'acquisition du matériel, de tout ce qui est lié à la logistique, les chambres froides, les camions réfrigérés, les véhicules également. Donc tout ce qui est lié à la vaccination pour quand même que les enfants soient sauvés. Et cela, comme je viens de le dire, a été reconnu. C'est pourquoi aujourd'hui à l'international, notre pays est en train d'être félicité. Donc, merci, Monsieur le ministre, pour ces éclaircissements. Restez avec nous. Toujours à la page santé, un nouvel élan pour les structures sanitaires de Conakry. Le centre de santé de Dixine sera reconstruit et celui de Afia entièrement rénové. La première pierre a été posée cette semaine à Dixine pour des travaux prévus sur 6 mois. Le projet est financé par le gouvernement à travers l'ANAFIC. Moussa Kouyaté. La reconstruction et rénovation de ces 2 structures de santé ont été rendues possibles grâce à l'implication des autorités sanitaires de la commune de Dixine. La pose de la première pierre a mobilisé ici au centre de santé de Dixine, autorités religieuses, communales et administratives. Ça fait un bon moment que nous avons mené des plaidoyers par rapport à ces réalisations des 2 projets-là. Les 6 mois demandés, vraiment, nous exhortons les entreprises de réalisation de respecter le délai. Je m'engage personnellement ainsi que mon équipe à réaliser ces travaux avec le plus grand soin, en respectant le délai, tout en veillant à ce que nous utilisons des matériaux durables et respectueux de l'environnement. Au-delà de la reconstruction et rénovation, les responsables sollicitent l'équipement pour mieux servir les citoyens. On ne va pas cesser de lancer des plaidoyers pour que ce centre soit équipé. C'est un centre bien construit. Si les équipements manquent, je crois que les travaux seront un peu difficiles. Nous demandons à tout le monde, que ce soit ceux-là qui sont dans les centres, la population, qu'on se donne les mains pour qu'après ces réalisations, que nous puissions vraiment entretenir. Des messages de paix suivis de bénédictions ont ponctué cette cérémonie de lancement officiel des travaux de reconstruction et rénovation des centres de santé du Dixine et de Afia ici à Conakry. Symbole d'ambition et de souveraineté, le projet Simandou 2040 fait vibrer la fierté nationale portée par l'État. Il trace la voie d'un développement durable et inclusif en marge du Salon international des mines et carrières. Experts africains et européens croisent leur regard sur les enjeux du secteur minier guinéen. Maïmouna Bella Diallo. Au centre des discussions, Siramamba Mining, une plateforme dédiée à l'industrialisation responsable des mines et carrières en Guinée. Terre de richesse, la Guinée attire les investisseurs engagés pour une exploitation minière respectueuse de l'environnement et bénéfique aux communautés. Le projet Simandou, moteur de transformation, avance progressivement. À Conakry, une rencontre stratégique réunit la Guinée et ses partenaires autour des enjeux liés notamment à la gouvernance et à l'environnement. La participation de Siramamba Mining à cette première édition du Salon international des mines de Guinée, voir un peu sur le terrain ce que nous faisons et quels sont les impacts que nous avons social bien sûr et économique sur le secteur minier guinéen. C'est une plateforme qu'on a mise sur pied pour les acteurs de l'industrie minière de notre pays pour parler des enjeux, des défis et perspectives, notamment le programme Simandou 2040. L'objectif est clair, accompagner l'État dans le développement de projets aurifères ambitieux, durables et socialement responsables. Siramamba Mining s'investit aux côtés des communautés touchées, affirmant son rôle d'acteur engagé sur le terrain. Ensemble, on essaye de voir comment il faut huiler tout cet arsenal. La population à la base tire profit
C'est vraiment le créneau qui retient aujourd'hui l'attention de nos décideurs. La rencontre vise à promouvoir une gouvernance minière vertueuse basée sur le respect des normes environnementales et sociales. Les acteurs entendent saisir cette dynamique pour renforcer la confiance avec les populations riveraines et bâtir une économie minière équitable et durable au service du bien commun. Avant de poursuivre cette édition, nous vous donnons lecture d'une série de décrets. Décret D 2025-0093 PRG CNRD SGG portant promulgation de la loi ordinaire L 2025-010 CNT du 25 mars 2025, le président de la République décrète. Article 1er est promulguée la loi ordinaire L 2025-010 CNT du 25 mars 2025 portant autorisation de ratification de l'accord de prêt entre la République de Guinée et Moneymaker Management relatif au financement du projet de construction et d'équipement de l'hôpital militaire d'instruction de 300 lits à Djobreka, signé le 3 décembre 2024 pour un montant de 84 421 641 $ américains. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 21 juin 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0095 PRG CNRD SGG portant promulgation de la loi ordinaire L 2025-001 CNT du 24 janvier 2025, le président de la République décrète. Article 1er est promulguée la loi ordinaire L 2025-001 CNT du 24 janvier 2025 portant autorisation de ratification d'un traité et d'une convention ci-après. Le traité instituant la conférence internationale de la prévoyance sociale, la convention multilatérale de sécurité sociale. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 janvier 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0097 PRG CNRD SGG portant promulgation de la loi ordinaire L 2025-009 CNT du 28 février 2025, le président de la République décrète. Article 1er est promulguée la loi ordinaire L 2025-009 CNT du 28 février 2025 portant autorisation de ratification de l'accord GE 06 portant acte final de la conférence des radiocommunications chargée de planifier le service de radiodiffusion numérique de terre dans certaines parties des régions 1 et 3 dans les bandes de fréquence 174 230 MHz et 470 862 MHz CRR 06 signé le 16 juin 2006 entre la République de Guinée et l'Union internationale des télécommunications. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 juin 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0099 PRG CNRD SGG portant création, mission et composition du Comité national du budget programme. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Création du Comité national du budget programme. Il est créé sous l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement, un Comité national du budget programme en abrégé CNBP, mission du Comité national du budget programme. Le Comité national du budget programme a pour mission la conduite et le suivi du processus de passage au budget programme. À ce titre, il est particulièrement chargé de
Faire un état des lieux de la mise en œuvre des cadres de dépenses à moyen terme dans les départements ministériels. Faire un état des lieux de la mise en œuvre des contrats de performance des départements ministériels. Renforcer la capacité des acteurs impliqués dans le processus de réforme du budget programme. Développer les lignes directrices pour l'élaboration du projet programme en tenant compte des objectifs stratégiques et opérationnels des départements ministériels. Fixer les modalités de choix des programmes au sein des ministères, puis valider la cartographie des programmes ministériels ainsi que les cadres de performance associés. Élaborer et codifier la classification programme du budget et réviser l'arrêté portant nomenclature budgétaire de l'État en intégrant la dimension climat et genre. Rédiger un guide d'élaboration du budget programme et un guide d'exécution en mode programme. Rédiger un guide d'élaboration des outils de performance. Projet annuel de performance PAP, rapport annuel de performance RAP et un guide d'élaboration du document de programmation pluriannuelle des dépenses DPPD. Définir les profils et les critères de choix des responsables de programme au sein des ministères. Adapter le manuel de procédure d'exécution des dépenses de l'arrêté portant nomenclature des pièces justificatives. Concevoir tout outil au processus de nature à faciliter la mise en œuvre du budget de programme. Reviser l'arrêté portant calendrier budgétaire afin de l'adapter à la réforme. Proposer des projets de texte ou des amendements adaptant les textes législatifs et réglementaires actuels à la gestion en mode programme. Élaborer un système intégré de gestion des finances publiques adapté au budget programme. Vulgariser la réforme auprès des différents acteurs et du public, notamment le Parlement ainsi que la Cour des comptes. Assurer le suivi et évaluation de la réforme. Structure, fonctionnement et composition du Comité national du budget programme. Le comité de pilotage stratégique. Le comité de pilotage stratégique est l'organe de pilotage du CNBP. Il est l'instance de prise de décision et de validation des travaux du comité de pilotage technique et des groupes techniques. À ce titre, il est chargé de définir la démarche stratégique et opérationnelle pour la mise en œuvre du budget programme, adopter le plan d'action et le budget qui en découle, valider les résultats des travaux du comité de pilotage technique ainsi que des groupes techniques. Veiller à l'état de mise en œuvre du plan d'action et formuler des recommandations. Le comité de pilotage stratégique est composé comme suit. Président, le Premier ministre chef du gouvernement, rapporteur, le ministre en charge du budget, membres. Le ministre en charge de l'économie et des finances, le ministre en charge du plan et de la coopération internationale, le ministre en charge du travail et de la fonction publique, le ministre en charge de la défense, le ministre en charge de l'agriculture, le ministre en charge du commerce, le ministre en charge de l'environnement, la conseillère à la présidence de la République chargée de la stratégie de croissance et du développement économique. B. Le comité de pilotage technique. Le comité de pilotage technique assure la coordination des travaux techniques et la liaison entre le comité de pilotage stratégique et les groupes techniques. À ce titre, il est chargé de présenter pour validation du comité de pilotage stratégique les résultats des travaux du comité de pilotage technique. Coordonner les travaux des groupes techniques sous la supervision du comité de pilotage stratégique. Gérer les ressources humaines, matérielles et financières du comité national du budget programme et rendre compte. La direction générale du budget assure la coordination opérationnelle des groupes techniques, la préparation opérationnelle des missions énumérées à l'article 2 et l'organisation des sessions du comité de pilotage stratégique. Le comité de pilotage stratégique technique est composé comme suite. Président, le secrétaire général du ministère en charge du budget. Rapporteur, le directeur général du budget.
membres, le conseil chargé des questions économiques, budgétaires et monétaires de la primature, le secrétaire général du ministère en charge de l'économie et des finances, le secrétaire général du ministère en charge du plan et de la coopération internationale, le secrétaire général du ministère en charge du travail et de la fonction publique, le secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture, le secrétaire général en charge du commerce, le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement, le directeur de cabinet du ministre en charge de la défense, la directrice nationale de la dette et de l'aide publique au développement, le directeur national des investissements publics et du système intégré de gestion, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Les groupes techniques. Les groupes techniques assurent la mise en œuvre opérationnelle des missions énumérées à l'article 2 du présent décret. Ils travaillent sous la coordination du directeur général du budget et sont chargés de conduire les travaux opérationnels liés notamment au cadre juridique, à l'élaboration du budget programme, au système d'information intégré de gestion des finances publiques, au renforcement des capacités et au suivi-évaluation dans le cadre de la migration vers le budget programme. Les groupes sont composés de cadres de la direction générale du budget et de toute autre structure compétente. La composition définitive et les attributions des groupes techniques sont fixées par un arrêté du ministre du budget. Le comité peut faire appel à toute personne ou entité dont les compétences s'avèrent nécessaires pour la réalisation de sa mission. Durée. Le comité national du budget programme est mis en place pour une durée de 5 ans. Rapports et recommandations. Le comité de pilotage stratégique soumet chaque trimestre un rapport sur l'évolution du processus de migration vers le budget programme au Conseil des ministres pour information et orientation. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure et contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 21 juin 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. L'Office national de formation et de perfectionnement professionnel vient de passer en revue son plan stratégique 2022-2025, une évaluation à mi-parcours menée par la nouvelle équipe dirigeante pour mesurer les acquis et identifier les faiblesses. Face aux nombreux défis, un nouveau plan pourrait émerger pour mieux atteindre les objectifs fixés. Moussa Komara nous fait le point. Lancé en 2022, le plan stratégique de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel passe à l'étape de l'évaluation. À mi-parcours de sa mise en œuvre, ces cadres examinent son efficacité, identifient les niches inexploitées et mettent le curseur sur les points d'amélioration. D'abord, je vais poser les bases de ce que c'est qu'une évaluation stratégique. On va expliquer en quoi consiste une évaluation. Les différentes méthodologies qu'il faut mettre en œuvre pour effectuer une évaluation et ensuite on passera à la pratique. Tout au long des échanges, les axes prioritaires du plan stratégique 2022-2025 sont revisités. Tellement important pour moi que premièrement je vais m'enquérir de ce qui avait été fait avant ma prise de fonction puisqu'il s'agissait de 2022-2025, une évaluation triennale. Donc ça nous permet de voir où nous en sommes et savoir les acquis et voir maintenant les points inachevés, comment pouvoir rectifier le tir. Selon les acteurs, ce plan stratégique 2022-2025 a déjà atteint 80% de ses actions. L'occasion pour chacun ici de constater les forces et faiblesses de son service. Il a été demandé à ma division de procéder aux activités de cofinancement, c'est-à-dire lorsque nous recevons des plans de formation, il y a des entreprises qui demandent des formations certifiantes, des formations très coûteuses. Donc, lorsque nous recevons ces formations-là, nous faisons le cofinancement. Ce plan stratégique arrive à terme cette année. Après son examen, des propositions concrètes seront articulées afin de se fixer des objectifs atteignables pour une meilleure compétitivité des entreprises.
On en vient au troisième titre de cette édition. La troisième édition de Box Fit Fight Night s'est achevée à Koya. 2 jours de combat portés par des messages forts. Boxer contre le harcèlement, boxer pour l'unité. Une compétition qui mobilise les jeunes et valorise la boxe en Guinée sous l'œil de la Fédération et du ministère des Sports. Reportage Nabila Moussa Kamara, Makemedozo. Boxons contre le harcèlement, boxons pour l'unité, ce sont les thèmes des 2 jours de combat de Box Fit Fight Night en sa 3e édition. Marqués par l'esprit de fair play et le respect des règles de l'art, tous les combats se sont loyalement déroulés. Enfants, jeunes et adultes, séries filles comme garçons, chaque catégorie est appelée à démontrer son courage. Ces moments de sport ont été aussi une occasion pour les participants d'exposer leur talent, mais aussi de tisser des relations avec des combattants d'autres nationalités. Box Fight Night, tout d'abord, c'est pour encourager les talents guinéens. Donc on profite déjà pour lancer des événements bien divertis, pour leur faire vivre des expériences inoubliables. Et en même temps, sans oublier, on profite de la communauté expat qui sont déjà présents en Guinée, de créer une certaine unité à travers ce sport. On a vu des enfants de tout petits combattre, et là on est dans une catégorie, dans une autre dimension. On a des seniors qui combattent. Pour moi, c'est du jamais vu. Pour départager les combattants et assurer le bon déroulement des combats, des juges, des arbitres et des équipes sont mises à contribution. Monsieur le ministre des Sports, qui dans ses recommandations régulières nous dit de chercher à promouvoir le sport, à occuper la jeunesse, à faire de la promotion des disciplines sportives une priorité. De l'ouverture à la clôture, toutes les rencontres sont marquées par des prestations acrobatiques. Des vainqueurs sont récompensés et des satisfaits sont remis à plusieurs cadres. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir accompagnés. Nous apprécions votre fidélité. Restez informés sur la chaîne qui a pour mission de servir. Hommage à la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À très vite sur les antennes de la télévision nationale.